Donc aujourd'hui, je vais vous parler des systèmes qui permettent de faire communiquer un microcontrôleur avec, par exemple, un autre microcontrôleur ou avec des sensors. Donc on va parler de bus de communication et c'est quelque chose qui est globalement assez fréquent et qu'on utilise pratiquement tout le temps, en particulier quand on travaille avec des sensors. Mais en fait, les bus de communication sont plutôt assez nombreux. Ils ont des technologies différentes et ils servent des objectifs qui sont aussi assez différents. Dans certains cas, on va chercher plutôt des bus qui sont simples, qui coûtent pas cher, donc ont une technologie plutôt ancienne et plutôt économique. Ça, c'est quand on aura besoin d'échanger des informations et qu'on n'a pas de contraintes ni sur le volume, ni sur la distance, ni quoi que ce soit. Mais à l'opposé, on peut chercher des bus qui apportent beaucoup de vitesse. Donc ça va être le cas, par exemple, si on a des disques durs, qu'on veut communiquer entre le disque dur et le processeur, eh ben, il va nous falloir des bus qui vont être assez rapides. Mais si on a de la mémoire qui est encore plus rapide, il va nous falloir un bus qui sera encore plus rapide. Voilà. Donc la vitesse peut être un élément important et forcément qui va tirer des contraintes et donc amener ses spécificités. On peut avoir d'autres contraintes, type latence, par exemple. La latence, c'est le temps qu'il va falloir entre un événement et le moment où on va le prendre en compte. Donc, si on a besoin que des événements soient pris en compte très rapidement, il va nous falloir une latence très faible. Et on verra que sur certains bus, la latence, elle peut être plus importante. Voilà. Il y a aussi des questions de distance qu'on veut parcourir, ou éventuellement, est-ce qu'on cherche quelque chose qui puisse être assez facilement retrouvable partout. Je prends par exemple l'USB. L'USB, vous l'avez sur beaucoup de systèmes. Donc, c'est un bus qui est plutôt universel. Voilà. Et pour les disques durs, c'est pareil. Du SATA, c'est quelque chose d'assez universel globalement, même s'il y a plusieurs technologies. Mais on va retrouver ça, qu'on soit sur un Mac, sur un PC, sur de l'ARM, sur un serveur, et ainsi de suite. Voilà. Alors, comme on a des besoins qui sont spécifiques, ça veut dire qu'on a derrière des designs qui sont aussi spécifiques, on a des solutions qui sont spécifiques. Voilà. À chaque fois qu'on utilise un sensor, donc un capteur de température, capteur de pression, capteur de détecteur infrarouge, ou voilà, peu importe, le capteur qu'on a, il va avoir un bus de communication, des fois plusieurs, mais souvent un, pour s'interconnecter avec un MCU. Donc on ne va pas forcément toujours choisir le bus en fonction de ce qu'on aimerait avoir, mais aussi en fonction des capteurs qu'on va utiliser. Et donc, par conséquent, un microcontrôleur va généralement supporter un certain nombre de bus. Pas tous, enfin, ça dépend de la technologie du microcontrôleur, mais ils vont supporter un certain nombre de façon à pouvoir s'intégrer avec le maximum de capteurs possible, au moins pour ce qui est les plus courants. Alors, on a différents usages pour ces bus-là. Tout d'abord, on a des bus donc, qui sont plutôt des bus très rapides. Pour de la communication avancée, on va dire, c'est ceux qu'on va retrouver sur des ordinateurs portables, sur des ordinateurs de bureau, sur des serveurs, par exemple. Et comme c'est des équipements qui sont globalement chers, on va privilégier la performance, on va trouver des technologies qui sont avancées. Donc, par exemple, on va trouver des bus comme SATA ou FireWire, qui sont des bus de communication qui permettent de connecter des disques, connecter des caméras, ce genre de choses, qui a besoin de débit très élevé. On va trouver des bus de communication, donc l'Ethernet, c'est un bus de communication, Wi-Fi, d'une certaine façon, c'est un bus de communication, radio, mais c'est un bus aussi. Là où on va brancher nos cartes vidéo, par exemple, le PCI Express, ça c'est aussi un bus de communication, puis on peut imaginer de la 4G, 5G comme étant aussi des bus de communication. Donc ça, on va dire que c'est sur le haut de gamme. Ensuite, on va trouver des bus qui continuent d'exister, mais qui sont plutôt anciens et qui vont offrir une certaine compatibilité. Donc ça, c'est assez intéressant. Souvent, comme ils sont anciens, ils sont de technologie relativement simple et plutôt universelle. Donc c'est par exemple la catégorie des UART. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Un UART, c'est un bus de communication asynchrone qui était présent sur les ordinateurs il y a une quinzaine d'années, qui permettait par exemple de connecter la souris, de connecter des claviers, ce genre de choses, d'accord, et qui a été remplacé petit à petit par un autre bus qui maintenant n'est pas tout jeune, parce qu'il date du début des années 2000, fin des années 90 même, qui est le bus USB. Alors qui a évolué dans plusieurs normes, maintenant on est sur de l'USB-C, mais on a toujours les périphériques USB 1 qui continuent à marcher sur cette USB-C, et ces périphériques USB, comme ils devaient être le plus proche possible de ce qui existait à l'époque, qui étaient des UART, eh bien, ils sont capables d'émuler des UART, et donc on peut toujours faire passer aujourd'hui sur de l'USB des UART.
Alors, on va trouver des microcontrôleurs qui implémentent de l'UART, à peu près tous implémentent de l'UART, hein, c'est vraiment le protocole de communication de base, le bus de base. Mais on va trouver aussi beaucoup de microcontrôleurs, même d'entrée de gamme, qui vont, traiter de l'USB pour faire des choses qui sont, plutôt en général des échanges assez lents, mais qui permettent de communiquer avec un PC. Donc, par exemple, on va faire de l'UART sur USB, dans pas mal de microcontrôleurs. Et ça, c'est assez pratique pour pouvoir le brancher directement sur un ordinateur sans avoir besoin de faire une conversion et pouvoir aussi, par la même occasion, par exemple, le flasher, le mettre à jour, télécharger, son firmware dessus. On peut retrouver des choses comme des contrôleurs infrarouges aussi hier, mais qui en général derrière sont aussi de l'UART, qui passent sur ce type de choses. Donc là, dans ces 2 typologies de bus de communication dont on vient de parler, on est sur globalement des choses qu'on trouve de façon assez commune dans tous les systèmes informatiques et plutôt orientées finalement utilisateur final. J'ai parlé de clavier, j'ai parlé de souris, j'ai parlé de permettre de télécharger un firmware. Donc grosso modo, c'est des choses qui sont manipulées par nous, les informaticiens ou même les utilisateurs, dans notre, utilisation quotidienne des systèmes d'information. Il y a d'autres bus qui, eux, sont plutôt orientés vers les capteurs, plus que vers les utilisateurs, et qui permettent de faire une communication donc, entre, par exemple, un capteur de température et puis, un processeur. Ces bus-là, qui sont les plus communs, alors il peut y en avoir tout un tas d'autres qui existent, mais on va dire les plus communs, c'est les bus SPI, I2C, et puis on a aussi le bus One Wire qui est un peu moins répandu, mais qui a un intérêt, comme son nom l'indique, d'être un bus qui fonctionne avec uniquement un fil, donc ce qui permet d'avoir une certaine optimisation. On va voir plus en détail, hein, ce que sont les UART, le SPI et le I2C, pour comprendre un peu les différences et ce qu'ils apportent. Voilà. Ensuite, on a, des solutions de communication qui sont plus orientées, IoT, qui permettent d'interagir entre un objet connecté et le monde extérieur. Donc c'est plutôt des choses qui sont orientées réseau et on va trouver par exemple Bluetooth. Donc Bluetooth qui va permettre alors de faire pas mal de choses, mais on peut faire par exemple l'équivalent d'une communication, UART aussi sur du Bluetooth. Bon, souvent on l'utilise de façon un peu différente. Mais voilà, on aura un système de communication avec l'extérieur et on va pouvoir, par exemple, l'utiliser pour relier un capteur à un ordinateur, ou on va pouvoir l'utiliser pour connecter un objet connecté avec un téléphone. Et puis, d'autres, systèmes de communication radio, type Sigfox, LoRa ou autres, qui permettent, aussi d'échanger, des données orientées objets connectés. Vous voyez qu'on a différents usages. Pour chacun de ces usages, on va avoir des bus qui sont différents, qui sont utilisés. Et encore une fois, l'objectif derrière tout ça, c'est de s'assurer à la fin que le système que l'on va concevoir soit le plus optimum possible, c'est-à-dire qu'il coûte le moins cher, d'une façon générale, qui consomme le moins de mémoire, ainsi de suite, pour l'usage pour lequel on veut l'utiliser. En gros, si j'ai besoin d'un capteur de température, qui, va m'envoyer une donnée toutes les heures, je ne vais pas l'interconnecter avec du SATA, qui est un système qui est fait pour échanger des gigabits de données par seconde. Pas que ce soit impossible, on pourrait très bien l'imaginer, mais que ça aurait économiquement absolument aucun intérêt parce que, l'électronique pour faire fonctionner un bus SATA coûte beaucoup plus cher que l'électronique type, I2C dont on a besoin pour un tel capteur. Voilà. Donc c'est ça l'objectif, c'est d'essayer d'optimiser, le coût de fabrication et la complexité du système par rapport aux besoins pour un usage donné. Donc ça, c'est une problématique qui est générale quand on est, dans le monde de l'IoT ou, dans le monde, globalement de l'embarqué. Alors il y a quelques paramètres, qui sont importants et donc des notions à connaître sur ces bus de communication, qui font qu'on va pouvoir catégoriser, les différents systèmes de communication. Le première chose, c'est la façon dont on va transmettre la donnée. Une donnée, elle peut être transmise en série ou elle peut être transmise en parallèle. Donc si elle est transmise en série, ça veut dire que si j'ai 8 bits à transmettre, je vais transmettre les bits un à un, les uns derrière les autres. Si je suis sur une transmission parallèle, si j'ai 8 bits à transmettre et que ma transmission elle fait 8 bits de large, je vais transmettre mes 8 bits en un seul coup. Et puis si j'ai 16 bits, je transférerai 8 bits, puis encore 8 bits. Alors que si je suis en mode série, pour 16 bits, je transférerai 16 fois un bit. Ça a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. La liaison série
assez instinctivement, on va se dire qu'elle va être plus lente, sans doute, parce que du coup, pour transférer un octet, il va falloir faire 8 cycles de transmission, alors qu'en parallèle, on pourrait transmettre un octet en un seul cycle de transmission. Ça, c'était vrai il y a 20 ans à peu près, et on avait les transmissions parallèles sur les ordinateurs, par exemple, pour communiquer avec les imprimantes, parce que les ports série n'étaient pas assez rapides pour ça. Maintenant, en fait, ça a disparu parce qu'il y a un autre inconvénient aux transmissions parallèles, c'est que les transmissions parallèles, elles vont demander d'avoir beaucoup de fils. Donc beaucoup de canaux, en fait, si vous avez 8 bits à envoyer, il va vous falloir 8 fils pour les passer, plus la masse, plus des fils de contrôle. Et ces fils-là, si vous êtes sur une distance un peu longue, ça fait des câbles qui sont compliqués, qui sont à la fin très chers. Et en plus, finalement, vous avez plus de risques d'avoir des parasites sur ce genre de choses. Voilà. D'autant que, on en parlera sur long range et short range, mais quand vous voulez avoir des grandes distances, il vaut mieux faire des transmissions différentielles. Et donc, du coup, pour 8 bits, il vous faut 16 fils, ce qui est globalement assez impactant. De la même façon, sur une carte mère où il y a déjà énormément de fils qui circulent, si vous avez un bus parallèle qui en plus maintenant peut faire 16, 32 ou 64 bits, ça fait énormément de pistes à faire passer sur une carte, et à la fin, ça fait une complexité dans le design des cartes mères qui est très important. Donc, il y a pas mal d'intérêt à aller faire de la transmission série. L'autre avantage de la transmission série, c'est qu'aujourd'hui, on sait la faire à très haute fréquence. Et donc, finalement, le gain de vitesse qu'on avait entre du série et du parallèle, il a plutôt bien diminué, au point que même les disques durs, qui avant utilisaient ce qu'on appelle du PATA, c'est-à-dire du parallèle ATA, et bien maintenant ont tous basculé en SATA, c'est-à-dire le serial ATA. Voilà. Donc avant, on avait les grosses nappes avec plein de fils pour faire passer les données, et puis maintenant, on a des nappes qui sont assez fines, parce que dans ces nappes-là, en fait, les données passent en série. Mais la fréquence de transmission qu'on arrive à faire sur du SATA est tellement supérieure à ce qu'on arrivait à faire sur du PATA, qu'en fait, le serial ATA est beaucoup plus rapide que le PATA, qui pourtant était parallèle. Donc grosso modo, aujourd'hui, les bus parallèles, on les utilise encore un peu dans les échanges entre la mémoire et le processeur, par exemple. Typiquement, ça, c'est un bus parallèle, mais c'est finalement un des rares endroits, voilà, où là, on a besoin d'un débit vraiment maximum, et donc on est prêt à investir dans un routage compliqué de la carte mère avec sa mémoire, parce que ça a vraiment un gain intéressant, alors que pour le reste, en fait, il est plus intéressant d'utiliser des systèmes de type série. Alors, des systèmes série, il y en a d'autres, hein. L'Ethernet, par exemple. L'Ethernet, c'est une communication série. Vous comprenez que si on voulait faire une communication parallèle, là, on a des grands câbles partout. Il faut des grands câbles avec plein de fils à l'intérieur. Ça coûterait excessivement cher. Ce serait très compliqué à brasser. Les prises seraient un peu compliquées, ainsi de suite. Voilà. Donc, on va retrouver des choses comme ça. L'USB est aussi un bus série. Voilà. Beaucoup de bus sont série. Le deuxième élément qui permet de catégoriser un bus de communication, c'est de savoir s'il est half ou full duplex. Alors ça veut simplement dire, si on est half duplex, que l'on est capable soit de parler, soit d'écouter, mais pas les deux en même temps. Un bus qui est full duplex, lui, il est capable d'émettre et de recevoir en même temps, donc il est capable d'écouter et de parler en même temps. Alors, il y a différentes caractéristiques qui peuvent faire ça. Ça peut être tout simplement dans les fils utilisés. Si vous avez qu'un seul fil pour l'émission et la réception, ça va être compliqué d'être full duplex. Donc le full duplex implique qu'on a un fil pour émettre, un fil pour recevoir, mais pas seulement. On peut avoir un fil en émission, un fil en réception et être quand même half duplex. Ça peut être lié au fait que un des périphériques n'est pas capable de faire les deux traitements en même temps. Bon, maintenant, c'est assez rare qu'on soit dans cette situation-là, mais il y a quelques années, sur les vieux modems RTC qui permettaient de se connecter à d'autres ordinateurs, parce qu'Internet n'existait pas forcément à ce moment-là, ils ne savaient pas, en fait, il n'y avait pas la capacité de traitement à faire les deux en même temps. Donc, ils étaient plutôt half duplex. Voilà. Mais on a toujours des technologies, on en verra, qui sont modernes et qui sont half duplex, juste parce que ça permet d'économiser aussi des fils. Un élément qui est clé dans la communication et qui distingue pas mal de bus de communication, c'est de savoir si on est synchrone ou si on est asynchrone. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que lorsque l'on est synchrone, en plus des données, va passer un signal d'horloge. C'est-à-dire que on va avoir une communication qui va passer, qui va être synchronisée, comme son nom l'indique, entre l'émetteur et le récepteur. C'est-à-dire que quand j'émets aussi un signal qui dit quand est-ce qu'il faut lire la donnée de l'autre côté. Et de cette façon-là, on peut globalement aller plus vite que dans un mode asynchrone,
parce qu'on n'a pas de risque de tomber à côté, donc on n'a pas besoin de faire ce qu'on appelle de l'oversampling, c'est-à-dire plein de fois la donnée pour essayer de la trouver au bon endroit, et donc par conséquent, on va pouvoir monter en débit. Par contre, la conséquence, c'est que quand on est dans un système synchrone, ça veut dire qu'il faut qu'on propage une horloge, et donc ça fait un signal supplémentaire qu'il faut utiliser pour faire ça, ce qui n'est pas toujours très pratique. Et sur de longues distances, ça peut aussi être un peu gênant de propager ce genre de signal. Donc on verra par exemple l'UART, qui dans son nom a asynchronous, est un système asynchrone, et donc l'émetteur et le récepteur vont devoir se mettre d'accord sur une vitesse de transmission, et une fois qu'ils sont d'accord sur cette vitesse de transmission, eh bien, ils vont la respecter de façon à ce que les données puissent être envoyées et reçues correctement. Le problème des communications asynchrones, c'est qu'il faut, entre guillemets, les resynchroniser, c'est-à-dire pas par une horloge, mais par de la donnée, de façon à savoir quand est-ce que le message commence et bien lire la donnée au bon endroit, et le faire de façon régulière. Sinon, vous risquez toujours de lire la donnée au moment où elle change, et à ce moment-là, vous ne savez plus trop si vous avez un 0 ou un 1, et ça peut poser des problèmes. Donc non seulement on doit faire donc de l'oversampling pour arriver à correctement lire la donnée, mais en plus on doit synchroniser ce moment-là avec des bits de communication, enfin des bits de data supplémentaires, on va dire, qui ne sont pas de la donnée en l'occurrence, mais qui permettent cette synchro-là. On va voir ça tout à l'heure. Et donc le dernier point, c'est la distance à laquelle on peut communiquer. Beaucoup de bus de communication permettent de communiquer à quelques centimètres, c'est-à-dire sont faits pour communiquer sur un PCB, et puis d'autres sont faits pour aller communiquer entre différents systèmes. On peut avoir pas mal d'impact, entre autres lorsque l'on communique entre des systèmes qui sont un peu éloignés. On a le risque d'avoir des différences de potentiel entre la source et la destination, on risque d'avoir des parasites qui viennent impacter le signal en rajoutant des glitches ou des choses comme ça. Et donc, la façon dont on traite le signal électrique pour faire cette communication doit être adaptée. Et donc c'est pour ça que les bus ne sont pas forcément les mêmes, c'est qu'électriquement, ils ne vont pas fonctionner de la même façon, de façon à pouvoir couvrir des distances plus ou moins grandes. Voilà. Donc nous, on va surtout travailler là sur des bus de communication à très faible distance, donc on n'aura pas à considérer ce genre de choses.